Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau café lecture des jeudis de la recherche paramédicale. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Karim Jamal, qui est kinésithérapeute au CHU de Rennes et qui va nous faire une lecture critique d'un article de son choix que je lui laisserai présenter tout à l'heure. Avant de lui laisser la parole, je reviens rapidement sur des petits points d'utilisation de l'outil de webinaire. D'abord, si vous voulez aller revoir le profil de Karim Jamal, n'hésitez pas à aller consulter la carte interactive eCares qui recense tous les chercheurs paramédicaux de l'interrégion et de la France. Et donc, vous pourrez en savoir plus sur Karim avant qu'il nous présente. Par rapport à l'outil, du coup, la participation au webinaire est en écoute seule. Vous ne pouvez pas parler. Par contre, vous pouvez tapez vos questions dans la zone chatée et on répondra à toutes vos questions et plutôt en fin de présentation de Karim. Le webinaire est enregistré, il sera disponible ensuite sur YouTube en replay. Donc, votre prise de parole, toutes questions vaudront autorisation d'enregistrement et diffusion des informations que vous nous communiquerez. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les autorisations d'enregistrement dans la section documents à distribuer. Voilà, je vais laisser la parole à Karim maintenant pour sa présentation de Café Lecture. Voilà pour toi, Karim. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, merci. Tu me dis quand c'est bon pour ma présentation. Hop, j'envoie le diaporama. Est-ce que c'est bon? Parfait. Oui. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette invitation à participer à ce café lecture. J'ai déjà pu participer en octobre 2020 à ma vie de chercheur que j'ai réalisé en direct de Montréal, où je réalisais un stage postdoctoral. Et donc là, pour ce café lecture, je suis en direct de Rennes où j'ai intégré une équipe de recherche paramédicale sur le CHU de Rennes à 50%, avec des missions de développement de la recherche paramédicale, promouvoir cette recherche paramédicale, et un 50% en tant que formateur à l'IFPEC, donc un institut de formation en pédicure podologie, ergothérapie et massokinésithérapie, avec des enseignements plutôt axés sur les unités d'enseignement de recherche. Donc, dans ma précédente présentation, j'avais proposé de discuter des troubles de l'équilibre suite à un AVC et l'implication d'un trouble de la perception spatiale. Alors, aujourd'hui, je vous propose de discuter plutôt du versant rééducatif et du potentiel effet des vibrations des muscles du cou sur l'équilibre et la perception spatiale via une revue systématique que j'ai publiée en octobre 2019 dans le cadre de mon doctorat. Alors, pour réaliser cette lecture critique d'article, excusez-moi, avant, je voulais faire un petit topo rapidement pour vous dire aussi qu'est-ce qu'est une revue systématique. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a une quantité importante d'informations qui est publiée chaque année, un nombre important d'articles, et la revue systématique permet de synthétiser ces informations-là. Ça permet de faire un état de la littérature à un instant donné. Alors, si vous voyez le petit schéma sur la droite, si on regarde la hiérarchie des types d'articles, on voit que la revue systématique a l'un des plus hauts niveaux de preuves. Viennent ensuite les méta-analyses, où là, c'est plutôt des synthèses des données statistiques et ensuite les recommandations. Alors, la revue systématique, elle suit une méthodologie assez spécifique. Elle s'oppose à la revue narrative ou la revue d'auteur. Elle est explicite et cette méthodologie, j'aime à dire que c'est une recette de gâteau au chocolat parce que c'est une recette qui doit être reproductible. Alors, pour ceux qui souhaitent se lancer dans une écriture d'une revue systématique, je vous ai mis un lien juste en dessous, le GBI, qui fournit un manuel très intéressant. Donc, en fonction du type de revue systématique que vous souhaitez faire, vous avez toute la méthodologie et la recette à suivre pour pouvoir réaliser ce type de revue systématique. Donc, pour réaliser cette lecture critique d'article, je vais m'appuyer sur une échelle de qualité méthodologique. Donc, il faut savoir que les échelles de qualité méthodologique sont en fonction du type d'étude. Et donc, pour les revues systématiques, parmi les différentes échelles qui existent, moi, je vous propose de travailler d'utiliser l'ANSTAR 2.
alors elle présente un avantage d'avoir une version traduite en français. Donc voilà, si vous souhaitez l'utiliser et que l'anglais est difficile, ça vous permet d'avoir un premier pied dans la lecture critique d'articles via cette échelle. Elle est composée de 16 items. Alors, à la différence de certaines échelles de qualité méthodologique, on ne va pas avoir une note, mais plutôt un descriptif avec un oui, oui partiel et non. Donc, on va utiliser cette échelle pour réaliser la lecture critique d'articles et on va par la suite voir les 16 items les uns après les autres. Mais avant de commencer cette lecture critique d'articles, je me permets de faire une présentation justement du contexte scientifique de cette étude pour vraiment la resituer dans son ensemble. Donc, on s'est intéressé aux vibrations musculaires. Donc, les vibrations sont des stimulations sensorielles qui vont activer des mécanorécepteurs qui sont présents au niveau des muscles. Donc, ce sont des fuseaux neuromusculaires et plus particulièrement les fibres 1A. Alors, en l'absence de vision, la vibration, elle va produire une sensation d'illusion de mouvement qui va prendre le sens d'un allongement du muscle. Alors, je ne sais pas si on voit très bien la vidéo, mais si on prend le cas du biceps, donc, qui est un fléchisseur du coude, lorsque on vibre, donc les yeux fermés, le sujet va avoir cette sensation d'extension du coude. Alors, ça peut être une sensation qui peut aller jusqu'à un réel mouvement. Et donc, ce mouvement ou cette sensation peut être soit directement lié directement au niveau de l'articulation où le muscle est vibré, ou un peu plus à distance et entraîner une réaction posturale. Alors maintenant, la question, c'est vibrer un muscle. Pourquoi vibrer les muscles du cou? Alors nous, on s'est intéressé dans cette revue systématique aux muscles du cou parce c'est des muscles particuliers parce qu'ils ont un lien direct avec le système vestibulaire et le système oculomoteur. Deux systèmes qui apportent également de l'information au contrôle postural. Alors également, ils sont localisés entre la tête et le tronc et donc ils ont aussi un rôle dans ce contrôle postural. Et pour aller un petit peu plus loin, donc là, je vais parler d'une étude de Bottini et al. De 2001 qui a regardé l'image en bas sous PET scan. Chez des sujets sains, il a vibré les muscles du cou et il a observé une activation de l'hémisphère cérébral droit et plus particulièrement de l'aire pariétale. Alors, là, je fais un lien un petit peu avec ma précédente vidéo. Donc, c'est intéressant de savoir que finalement, cet hémisphère cérébral droit, il est décrit dans la littérature comme l'hémisphère de la perception spatiale. C'est-à-dire que l'ensemble des informations vestibulaires, visuelles et proprioceptives vont venir s'intégrer au niveau de cet hémisphère-là. Et c'est au niveau de cet hémisphère-là que va s'élaborer l'orientation spatiale. Et donc, si on fait un lien avec ma précédente vidéo, donc si on peut, avec les vibrations, activer cet hémisphère cérébral droit, donc chez des patients qui ont eu une lésion au niveau de l'hémisphère cérébral droit, qui ont un trouble de l'équilibre secondaire à un trouble de la perception spatiale, les vibrations, on peut émettre l'hypothèse que les vibrations pourraient améliorer l'équilibre chez ces patients qui ont un trouble de l'équilibre secondaire à un trouble de la perception spatiale. Donc, à présent, je vous propose de reprendre les items de l'échelle Amstar, les uns après les autres, pour pouvoir réaliser cette revue systématique. Excusez-moi, je vais juste déplacer l'image pour que je puisse voir le texte en intégralité. Alors, concernant l'item 1, est-ce que les questions de recherche et les critères d'inclusion de la revue ont inclus les critères PICO? Alors, les critères PICO, ce sont des critères assez intéressants qu'on retrouve dans les revues systématiques qui permettent de définir P, la population à inclure, I, l'intervention, C, le comparateur et O, l'outcome. Donc, concernant la population, nous avons choisi à la fois d'inclure des sujets sains pour comprendre le mécanisme et la physiologie des vibrations des muscles du cou et des patients qui ont soit un trouble de l'équilibre ou un trouble de la perception spatiale. Concernant le I, l'intervention, donc là, typiquement les vibrations des muscles du cou, c'est le comparateur. Donc, on a préféré pas mettre de comparateur. On a laissé ouvert cette possibilité-là. Et concernant les outcomes, donc il y a deux types d'outcomes. Il y a les outcomes, critères de jugement en français, les outcomes liés à l'équilibre et les outcomes liés à la perception spatiale. Et donc, justement, pour cet item 1, on met on coche la case oui parce que nous avons répondu à cet ensemble.
Alors, pour être un petit peu plus précis sur les outcomes, je vous propose de les décrire. Donc, les deux outcomes, hein, le premier, orientation posturale. Donc, cette image, c'est une plateforme de force. Et en fait, on va pouvoir récupérer sur cette plateforme de force, donc vous avez l'image juste en dessous, un centre de pression. Et ce centre de pression, on va pouvoir avoir son déplacement dans le plan antéro-postérieur, donc d'avant en arrière, dans le plan médio-latéral, droite-gauche, et la surface. Et là, typiquement, alors c'est une image d'un patient AVC, et on voit bien que le centre de pression ou le pourcentage d'appui est déplacé complètement vers le côté gauche, voilà. Alors que chez un sujet sain, on va plutôt avoir un centre de pression entre les deux pieds. Maintenant, si on s'intéresse à l'évaluation de la perception spatiale, donc nous avons choisi trois outils que je vous propose de décrire brièvement. Donc le premier, donc SSA, Subjective Straight Ahead. Donc le sujet, on veut évaluer à chaque fois comment il s'oriente dans l'espace. Et donc là, le sujet, il est en position assise, les yeux bandés, pour avoir aucune information visuelle qui vienne. Et là, la table, elle est graduée et on va déplacer son membre sup et on va lui demander dans différentes positions et on va lui demander de revenir à chaque fois l'aligner avec l'axe de son corps. Donc là, on parle plutôt d'une évaluation égocentrée, c'est-à-dire il faut qu'il repère les différents éléments de son corps les uns par rapport aux autres. On a la même modalité en position allongée. Donc là, c'est l'image numéro 2 où vous avez un sujet qui est en position allongée dans le noir. Alors, la tige au-dessus est fluorescente et elle est déplacée par le thérapeute. Et encore une fois, le sujet doit indiquer lorsque celle-ci est alignée avec l'axe de son corps. Donc, vous voyez, là, du coup, il doit aligner sa tête par rapport à son tronc, par rapport à ses pieds. Donc, on est dans l'espace égocentré. Alors que le dernier test, la verticale visuelle, là, c'est une verticale qui doit réaligner par rapport à l'axe de son corps. Donc là, c'est un élément extérieur par rapport à son corps à lui. Donc là, on fait une évaluation de la perception spatiale allocentrée. Et là, je vous propose, nous l'avons choisi dans cette modalité-là avec un casque de réalité virtuelle. Alors, si on revient à notre lecture critique d'article et on reprend nos items, donc on est à l'item 2, est-ce que le rapport de la revue contenait une déclaration explicite indiquant que la méthode de la revue a été établie avant de conduire la revue? Et est-ce que le rapport justifiait toute déviation significative par rapport au protocole? Donc, ça veut dire que lorsque vous souhaitez réaliser une revue systématique, il faut en amont rédiger la méthode. Et cette méthode, vous devez la déposer dans un site qui est dédié, qui s'appelle le site Prospero. Donc, je vous ai mis la référence sur la droite, qui va justement référencer l'ensemble des méthodologies des revues systématiques et va pouvoir vous fournir un numéro que vous pouvez à ce moment-là inclure dans votre article. Alors, ça, c'est une des premières possibilités. L'autre possibilité, c'est également, certains ont choisi de faire ainsi, c'est d'écrire un article de la méthodologie et il y a des revues spécifiques qui acceptent des articles protocoles. Alors, pourquoi faire ça? Premièrement, c'est une question de transparence, c'est-à-dire vous définissez ce que vous allez faire et au moins comme ça, on sait ce que vous avez fait. Également, deuxième point, c'est aussi se dire, si je veux faire une revue systématique, je vais vérifier qu'il n'y a pas déjà une revue systématique en cours sur ma thématique qui fait déjà la même chose. Donc, éviter d'augmenter la quantité d'informations. Alors, concernant notre résultat, j'ai mis un oui partiel parce que oui, nous avons réalisé cette déclaration, mais par contre, au moment de la publication, nous n'avons pas produit de rapport qui justifiait l'écart entre ce que nous avions mis dans la méthode initiale et dans la publication. Et c'est pour ça que je mets la note oui partielle. Il aurait été nécessaire de faire de justifier cet écart pour pouvoir avoir un oui. Alors, concernant l'item 3, les auteurs ont-ils expliqué le choix de schéma d'études à inclure dans la revue? La réponse est non. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on voit sur l'image que vous avez souligné qu'on voulait tout type d'articles en dehors des revues et des méta-analyses, mais il aurait fallu le justifier. Il aurait fallu qu'on justifie que, oui, on veut, pour comprendre le mécanisme de la vibration musculaire, on veut tout type d'études, que ce soit des études de cohorte, comme que ce soit des randomisés contrôlés. On ne souhaitait pas des revues systématiques parce que il existe des revues systématiques de revues systématiques,
qu'en anglais on va décrire sous le terme de Umbrella Review, qui eux vont inclure seulement ce type de revue. Et donc, ce n'est pas ce qu'on souhaitait faire pour ce premier travail, parce que c'était un premier état des lieux de la littérature. Alors, concernant l'item 4, les auteurs ont-ils utilisé une stratégie de recherche documentaire exhaustive? Donc, quand vous commencez à faire votre revue systématique, il va falloir répondre à plusieurs informations et répondre à cette stratégie de recherche documentaire. La première chose, c'est de définir les bases de données où vous allez aller chercher votre information. Au minimum, il en faut 2. Donc, nous les avons sur le côté. Nous avons proposé Medline, Embase, Cochrane et Pedro. Donc, ce sont des bases de données avec des articles scientifiques plutôt d'orientation biomédicale. Après, il y a la date d'extraction. Donc, nous l'avons réalisée en juillet 2016. On doit également définir les mots-clés qu'on utilise dans ces différentes bases de données. Donc, vous l'avez, je l'ai résumé, mais il doit être fourni en annexe de façon exhaustive. Il y a également la langue d'inclusion des articles. Donc, nous avons choisi d'inclure les articles à la fois écrits en anglais et écrits en français. On doit également chercher les articles dans les références, c'est-à-dire dans les bibliographies des articles qu'on inclut, également dans les registres des essais. Donc là, je fais un petit aparté, les registres des essais, typiquement, vous avez le site clinicaltrial.gouv, qui est justement un site qui va référencer les études en cours. Et donc, ça permet de savoir est-ce qu'il y a des études en cours sur votre sujet de recherche que vous pouvez inclure dans votre revue systématique. Et enfin, le dernier endroit où on peut chercher, c'est la littérature grise. C'est les résumés de congrès, c'est les mémoires de fin d'études, c'est les thèses. Alors, j'ai mis oui partiel pour cet item. Alors, vous allez pouvoir me dire pourquoi. C'est que notre date d'extraction est de 2016 et notre article a été publié en 2019. Et en fait, pour obtenir le résultat de oui, il aurait fallu qu'on soit à moins de 24 mois, que notre publication soit à moins de 24 mois de notre date d'extraction, d'où le oui partiel. Alors, concernant l'item 5, les auteurs ont-ils effectué en double la sélection des études? Donc, maintenant que vous avez cherché l'ensemble des informations, l'ensemble des articles dans les différentes bases de données, alors, vous allez devoir enlever les doublons parce qu'il se peut que certains articles sont à la fois peuvent se retrouver dans différentes bases dans les mêmes bases de données, donc vous allez les éliminer. Et maintenant que vous avez choisi, maintenant que vous avez votre pool d'articles, vous allez choisir d'inclure ou d'exclure ces articles en vous appuyant sur vos critères d'inclusion et d'exclusion. Et ce travail se fait à 2 en aveugle. Donc là, vous voyez, je vous présente le schéma. Donc, on était 2 auteurs pour décider d'inclusion ou pas l'inclusion. Et s'il y avait un désaccord, on fait intervenir un 3e auteur qui vient résoudre ce désaccord. Alors, pour l'item 5, la réponse est oui. Nous avons effectué en double la sélection des études. Par contre, pour l'item 6, où la question est est-ce que les auteurs ont-ils effectué en double l'extraction des données des études, c'est-à-dire est-ce que nous avons extrait l'ensemble, les caractéristiques de la population, de l'intervention et tout ça de façon en aveugle, donc à 2? Non, ça n'a pas été fait. Seul un auteur l'a fait et le deuxième est venu vérifier sur un certain nombre d'articles pour vérifier que la méthodologie était bien réalisée. Alors, pour ceux encore qui souhaitent se lancer dans une revue systématique, pour réaliser cet exercice-là, pour l'item 5, il existe des logiciels spécifiques qui peuvent le faire. Donc, voilà, il y a Covidence ou Ryan, je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez, voilà, qui vont vous aider justement à pouvoir réaliser cet exercice en aveugle. Concernant l'item 7, les auteurs ont-ils fourni une liste des études exclues et justifié les exclusions? Alors là, non, nous ne l'avons pas fait. Nous l'avions pourtant, c'est presque dommage parce que en fait finalement on a les études à chaque fois avec la raison de l'exclusion, mais il est nécessaire, encore une fois, pour une question de transparence, de la fournir. Et typiquement, vous pouvez retrouver ça dans les articles, souvent une petite ligne supplementary data qui peut être à laquelle il faut demander à l'auteur principal de pouvoir vous l'envoyer. Ou certaines revues l'ont directement sur leur base. Par contre, concernant l'item 8, les auteurs ont-ils décrit les études incluses de manière suffisamment détaillée?
Alors là, j'ai mis oui partiellement. Alors, vous pouvez voir, hein, on a détaillé les caractéristiques de l'étude, donc les auteurs, l'année de publication, le type d'étude, les caractéristiques des patients inclus, parce que vous savez, c'était notre critère PICO, population. Donc là, on voulait avoir les sujets sains, donc l'âge, le nombre de personnes impliquées, les patients, donc par exemple l'AVC, patient vestibulaire, le type d'intervention, parce que là, on est sur les vibrations des muscles du cou, mais la durée de la vibration, le positionnement des vibreurs, sur quel groupe musculaire, est-ce qu'on pose 2 vibreurs en bilatéral, unilatéral, on était également donc là sur les outcomes qu'on a décrits précédemment et les résultats principaux. Alors, pour avoir le oui, il aurait fallu décrire le lieu et la temporalité pour pouvoir avoir l'ensemble de cet item. L'item 9, les auteurs ont-ils utilisé une technique satisfaisante pour évaluer le risque de biais des études individuelles inclus dans la revue? Donc là, je vous les ai soulignés en rouge. Donc, pour évaluer le risque de biais, donc, quand nous avions des études de type randomisé contrôlé, nous avons utilisé l'échelle Pedro. Alors là, je vous conseille d'aller voir une vidéo d'un de mes anciens collègues, Jocelyn, qui a fait un café lecture, une lecture critique d'articles en utilisant cette échelle, voilà, pour voir comment elle est utilisée. Et comme je vous disais en tout début, les échelles de qualité méthodologique sont en fonction des types d'articles. Donc, pour les autres articles qui n'étaient pas des essais randomisés contrôlés, nous avons utilisé une autre échelle qui est la Quality Assessment Tool pour pouvoir réaliser cette évaluation du risque de biais. Alors, je vais faire un aparté parce que nous avons utilisé également un autre système d'évaluation qui est le Level of Evidence de Sackett, que vous avez l'information sur la droite. Donc, ça permet, quand vous faites des revues systématiques sur l'effet d'un traitement, de fournir un niveau de preuve qui va de A à 5 en fonction du type d'article inclus et aussi de la qualité méthodologique de ces articles. Donc, c'est très intéressant parce que vous pouvez à ce moment-là dire, voilà, c'est un très bon niveau de preuve, un niveau de 1 sur 5 parce que vous avez que des essais randomisés contrôlés avec de bonne qualité et qui, ensemble, montrent un même résultat. Donc, pour cet item, la réponse est oui. Concernant l'item 10, les auteurs ont-ils indiqué les sources de financement des études incluses dans la revue? Non, malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Et encore une fois, il aurait été nécessaire pour une question de transparence, surtout que ici, notre sujet de recherche était les vibrations. Et il se peut que il y a des vibreurs qui peuvent être prêtés, achetés, construits. Et donc, il aurait fallu indiquer s'il y avait eu des sources de financement qui auraient pu, pour une question de transparence, modifier ou biaiser les résultats. L'item 11, l'item 12 et l'item 15, c'est facile de répondre. On n'a pas réalisé de méta-analyse, donc on ne peut pas répondre à ces items-là. Alors, la méta-analyse, juste pour rappel, je vous l'ai dit au tout début de cette présentation, c'est une synthèse des données quantitatives des différents, donc c'est-à-dire les données statistiques des différents articles inclus. Et donc, vous avez typiquement cette figure donc, qui s'appelle un forest plot, où on peut voir justement les différents articles et les données statistiques et ça nous permet d'avoir les comparaisons. Donc, nous n'avons pas réalisé une méta-analyse. Pourquoi? Parce que c'était une première revue systématique. Nous voulions faire un état des lieux de la littérature sur ce traitement et également, il n'y avait pas assez d'articles pour pouvoir réaliser une revue systématique. Une méta-analyse. Alors, je vais passer à l'item 13. Les auteurs ont-ils pris en compte le risque de biais des études individuelles lors de l'interprétation, de la discussion des résultats de la revue? Donc, la réponse est oui. Et là, vous pouvez le voir, à chaque fois que nous informions sur un effet ou que nous citions un article, à chaque fois, nous donnions la qualité de celui-ci pour montrer le niveau de preuve des résultats en lien justement avec les échelles qu'on a vues au tout départ, l'échelle de Pedro et l'échelle de l'assessment. Alors, concernant l'item 14, les auteurs ont-ils fourni une explication satisfaisante pour toute hétérogénéité observée dans les résultats de la revue et une discussion sur celle-ci? Alors, la réponse malheureusement est non. Donc, ouais, j'essaie quand même d'être critique sur un de mes travaux, mais
La réponse est non, parce qu'il aurait été nécessaire au moment de la discussion de revenir sur le PICO et l'hétérogénéité dans les articles de la population, de l'intervention, du comparateur ou de l'outcome, ou également du design d'études, du type d'études, pardon. Il aurait fallu à chaque fois, oui, discuter ce résultat-là avec une population plus faible ou une population plus importante, ou l'effet des vibrations en fonction de la durée, de la fréquence, de l'amplitude. Voilà. On n'a pas été jusque-là dans cette question, et donc on ne coche pas cet item-là. Dernier item, voilà, pour finir sur cette lecture critique d'articles avec l'échelle Amstar. Donc, les auteurs ont-ils rapporté toute source potentielle de conflit d'intérêts, y compris tout financement reçu pour réaliser la revue? Donc là, vous comprenez bien que c'est une question de transparence. Et donc, oui, nous avons bien, à la fin de l'article, vous pouvez le retrouver, indiqué que nous n'avions pas de conflit d'intérêts, et nous avons bien indiqué les financements que nous avons eus pour réaliser cette revue systématique. Donc, 2 financements qui ont permis justement qui étaient en charge de mon doctorat. Donc, un financement de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, et également une société savante, la Société francophone de posture, équilibre et locomotion, voilà, qui ont participé pour ce financement. Alors, la lecture critique de cet article est finie via l'utilisation de l'échelle Amstar 2, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Et je voudrais, pour ceux qui souhaitent réaliser une revue systématique, vous présenter cette figure qu'on retrouve dans chaque revue systématique, qui s'appelle en anglais, donc je suis désolé, mais le flowchart, ou en français diagramme de flux. Alors, peut-être que moi je vois à l'écran, c'est pas si clair que ça, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui permet justement de faire un résumé de tout le process des articles sélectionnés dans les différentes bases de données. Donc, c'est la phase d'identification, la phase justement de sélection de ces articles-là, comme je vous disais, en double, en se basant sur les titres, en se basant sur les résumés, puis après en se basant sur les textes intégraux, et enfin l'extraction finale et combien d'articles sont réellement inclus dans la revue systématique. Et là, pour nous, il y avait 67 articles qui ont été inclus. Donc, vous voyez, on était parti au départ de 233 articles. Nous en avons finalement inclus 67, dont 43 qui discutaient de l'orientation posturale, et 32 qui présentaient des travaux en lien avec la perception spatiale. Alors, de ces 67 articles, je vous propose un résumé via cette figure, voilà, pour qu'on ait un peu un résumé de ces résultats-là, et en se basant sur le niveau de prof de Sackett. Donc, vous voyez donc un niveau de 1 à 5. Alors, avec un bon niveau de preuve de 2 sur 5, si on s'intéresse à la vibration bilatérale. Donc là, ça veut dire que le sujet, il a 2 vibreurs, un posé, ou soit posé de part et d'autre du cou, ou un au milieu. Et donc, si on évalue son équilibre, donc comme je vous disais précédemment sur la plateforme de force, là, le centre de pression, eh ben, au moment de la vibration, lors de la vibration, on a un déplacement du sujet vers l'avant. Et ça, voilà, on l'a retrouvé avec un bon niveau de preuve. Également, avec un bon niveau de preuve, si on s'intéresse maintenant à la perception spatiale, des travaux ont montré que sur le SSA, donc l'évaluation égocentrée avec la table graduée, avec la vibration unilatérale, donc un seul côté des muscles du cou, on a un déplacement de l'orientation spatiale vers le côté vibré. Niveau de preuve moins bon, on reste toujours sur la vibration unilatérale et on revient sur l'orientation posturale. Là, on a un déplacement du sujet, donc son centre de pression sur la plateforme de force, du côté opposé à la vibration. Donc, ce résultat reste discutable parce que vous voyez, le niveau de preuve est très faible. Autre marqueur, la verticale visuelle. Donc là, l'évaluation allocentrée. On n'a pas de niveau de preuve parce qu'on n'a pas retrouvé d'article traitant de l'effet de la vibration sur la verticale visuelle. Donc là, ça veut dire que ça laisse aussi un champ pour la suite de travaux à aller investiguer. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais cette partie-là est sur les sujets sains. Donc, c'était plus pour comprendre le mécanisme d'action, le mécanisme physiologique. Maintenant, si on s'intéresse aux patients, donc des patients qui ont
à la fois un trouble de l'équilibre et à la fois un trouble de la perception spatiale. On note une amélioration suite à la vibration, à la fois sur l'orientation posturale et sur la perception spatiale, mais avec aucun niveau de preuve, ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas retrouvé d'article suffisant pour pouvoir fournir un niveau de preuve. Donc, il y a un champ d'investigation pour ceux qui souhaitent aller vers la recherche expérimentale à investiguer l'effet des vibrations et pousser un petit peu plus loin pour qu'à un moment donné, on puisse avoir un niveau de preuve et fournir un potentiel effet des vibrations. Alors, pour conclure, cette revue systématique montre quand même un effet des vibrations des muscles du cou sur l'orientation posturale et la perception spatiale. Alors, ces résultats sont à prendre avec des pincettes parce que quand on voit le nombre d'articles et la qualité des articles inclus dans cette revue systématique, ces résultats restent à confirmer. Donc, ça veut dire qu'il y a encore possibilité de poursuivre cette recherche. Maintenant, du côté de la revue systématique, et là vraiment, si vous êtes clinicien et que vous souhaitez chercher une information, je vous conseille de vous orienter vers les revues systématiques parce que, premièrement, ça fait un état de la littérature. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de lire une quinzaine d'articles, vous voyez, au lieu de lire les 67 articles, nous avions fait un résumé, donc il ne vous reste plus qu'un à lire. Quand on regarde la hiérarchie des types d'articles, c'est quand même l'article avec l'un des plus hauts niveaux de preuve, qui est avec une méthodologie assez codifiée comparée aux revues narratives et qui permet d'ouvrir des perspectives. Toutefois, toujours il y a un mais, il faut quand même si c'est un article avec un haut niveau de preuve, rester critique sur les résultats. Et pour cela, vous pouvez vous appuyer sur des échelles de qualité méthodologique ou de la lecture critique de façon qualitative. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Et vous avez le QR code, voilà, pour ceux qui souhaitent récupérer l'article. Et je reste disponible, voilà, si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci Karim pour cette belle présentation. Bah, tu peux peut-être laisser un grand écran, en fait, le QR code, comme ça, si vous voulez récupérer l'article, ça laisse un petit peu de temps pour pouvoir télécharger. Ah oui, je veux bien que tu me réinvites. Je ne dois plus l'avoir. Là. Il suffit de mettre en plein écran et c'est bon. Tout le monde pourra le voir. Merci beaucoup, c'était très intéressant en fait de voir cette méthodologie et puis reproductive du coup pour pouvoir lire des articles. Ce pas à pas était passionnant. Je vous laisse la parole, donc n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Toujours comme je vous le disais tout à l'heure, dans la zone chatée, vous posez les questions et du coup, je vais pouvoir les relayer par parole à Karim. J'avais juste une petite question. Combien de temps, en termes de temps, d'organisation, combien de temps ça t'a pris? Parce que j'imagine que c'est très chronophage. C'était peut-être la première fois que tu faisais cet exercice aussi. Comment ça s'est passé? Quelles ressources tu as trouvées et combien de temps il t'a fallu pour tout ça? Parce que Oui, alors c'est vrai que je veux pas faire peur, hein, mais c'est une méthodologie qui est longue et qui est très chronophage. Donc, vous voyez, je pense que nous, alors j'avais un temps dédié pour ça, donc c'était beaucoup plus rapide parce qu'on peut le faire plus facilement. Mais on a bloqué l'extraction en 2016 et donc on a publié en 2019. Donc, le temps de traiter l'ensemble des articles et tout ça, j'aurais bien dit 1 an à 1 an et demi quand même. Et puis finalement, il faut passer en revue les 230 articles, lire les 230 articles sur les titres, puis après sur les résumés, puis après, vous voyez. Et donc, chaque étape, alors, il y a des étapes, mais chaque étape reste quand même assez longue et embolisante parce qu'en plus, c'est 2 personnes, voire 3 personnes. Donc, et puis, on est rarement en accord, même si on pose des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. Il faut quand même que le 3e reviewer intervienne. Donc, ça reste quand même un travail assez long, mais après, je trouve que pour ceux qui sont intéressés à lire des revues systématiques, ça vous permet d'avoir vraiment une synthèse déjà de fait, de gagner du temps. C'est-à-dire que peut-être que le temps que nous, on perd avant, on le gagne après. Après, il y a des logiciels. Maintenant, c'était ma première et maintenant, il y a des logiciels qui aident à gagner du temps. Je
Je notais Ryan, je notais, voilà. Nous, au début, on avait fait ça sur des fichiers Excel, voilà. C'était, voilà. Maintenant, on est un peu plus habitué on connaît les bases de données, et puis également, le fait est de, quand c'est notre thématique de recherche, on va plus facilement trouver les mots-clés pour aller dans les bases de données. Voilà, c'est quand même plus facile. Et en règle générale, finalement, les revues de littérature, elles se font à combien de personnes, combien d'auteurs? Alors, ça dépend. Alors, nous, on était trois. On était trois, mais après, ça dépend le niveau de qualité. Parce qu'en fait, en fait, finalement, s'il n'y a pas ce double aveugle, en fait, vous perdez en qualité méthodologique. Donc, plus vous voulez une meilleure qualité méthodologique, plus il faut être nombreux autour. Et donc, minimum 2 parce que ça se fait en double la sélection. Avec le troisième qui vient corriger. Mais vous voyez, nous, finalement, au moment de l'extraction, bah, c'est fait que c'est moi qui ai fait tout seul et le deuxième co-reviewer a juste vérifié un certain nombre. Il aurait fallu faire la même chose. Après, il y a l'évaluation de la qualité méthodologique. Tout doit être fait en fait en duo et en aveugle pour cette transparence. Et donc, du coup, après, nous, vous voyez, on a choisi d'inclure que des articles en anglais ou en français. Donc, ça veut dire que des fois, vous pouvez avoir des revues systématiques avec plus de monde parce qu'il y a un traducteur. Si vous allez vers des publications chinoises, japonaises ou norvégiennes, coréennes, il faut aussi des traducteurs. Donc, ça peut augmenter le nombre de personnes dans la revue, les co-auteurs. Merci. On a une question d'Hélène Bouchot, 2 questions. Merci pour cette présentation très synthétique et explicite. Concernant la lecture en double aveugle, comment recruter son binôme? Il faut une maîtrise de la lecture critique d'articles. Et existe-t-il des logiciels gratuits tels que Ryan? Merci. Oui, alors comment on l'a recruté? Nous, en fait, je veux dire, c'est par facilité là, c'est qu'en fait, j'avais ma co-doctorante qui était également sur la même thématique de recherche que moi. Donc, ça veut dire quand même que un conseil, il faut quand même que le deuxième reviewer, il soit de la thématique. Parce que c'est vrai que là, si quelqu'un était vraiment loin de mon projet de recherche, vous risquez quand même d'avoir plus de désaccords. Et puis, il faut aussi que ce co-reviewer-là, dès le départ, les critères d'inclusion et d'exclusion soient définis ensemble. Comme ça, on se met d'accord et on peut choisir 5-6 premiers articles et déjà les faire ensemble pour se dire, bah voilà, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Donc, c'est comme ça que je pense le plus simple pour trouver le deuxième co-reviewer. Après, pour la question, Ryan est gratuit. Il peut être utilisé. Après, moi, j'avais utilisé à l'époque Covidence, mais je crois qu'il est limité à un certain nombre d'articles. Je crois que c'est moins de 500, c'est gratuit pour moins de 500. Et après, par contre, il devient payant. Après, je sais qu'il y a des logiciels par exemple, Zotero ou tout ça, qui vous permettent déjà de faire des premières étapes. Par exemple, les doublons. La phase des doublons, quand vous sélectionnez les différents articles sur les bases de données, vous pouvez déjà éliminer les doublons sur Zotero. Alors, je connais un peu moins les autres EndNote, tout ça, parce que moi, je suis plutôt sur Zotero. Mais vous voyez, vous avez des petits tips comme ça pour gagner du temps quand même. Merci. J'ai une autre question aussi. Tu parlais tout à l'heure d'un écart, qu'il pouvait exister un écart entre la méthode déclarée et la publication finale, enfin la méthode, par exemple, pour ton projet, quels ont été ces écarts? Quels peuvent être les écarts? Oui, alors qu'est-ce qu'on avait eu comme écart? C'est une très bonne question parce que du coup, ça date de 2016. Donc, je vais essayer de me souvenir. Mais je crois que ça ne devait pas être une colle. Oui. Un des écarts qu'on avait eu, je crois que c'était sur le choix d'une des bases de données qu'on a dû inclure au départ. C'était une base de données qui n'était pas en accès libre. Et donc, on ne l'avait pas identifié. Puis finalement, à la fin, comme on avait réussi à avoir l'accès, on l'avait rajouté. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que dans un monde idéal, on veut le maximum. Donc, on veut le deuxième reviewer qui fasse aussi tout. Et donc, finalement, le deuxième reviewer, il a fait que la sélection, mais pas l'extraction. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Par exemple, on n'avait pas au début, je crois qu'on n'avait pas défini, d'inclure le level of sacket, le niveau d'évidence. Ça, c'est quelque chose qui est venu après. Donc ça, je crois qu'on n'avait pas noté au départ. Donc pareil, c'est quelque chose qu'on aurait dû dû mettre. Et qu'est-ce qu'on avait eu d'autre comme écart? Je pense que c'est globalement de souvenir, c'est ce qu'on a modifié en fait.
qu'on a modifié. Après, c'est également aussi les dates d'extraction, parce que quand on définit, quand on publie, on dit, bah voilà, nous, on s'est arrêté à telle date, et si on fait une mise à jour, par exemple, si on fait une mise à jour, voilà, parce qu'en fait, on aurait pu avoir au moment de la publication, ce que font maintenant plus facilement les éditeurs, de redemander aux auteurs de refaire un update, de refaire une mise à jour, pour que du coup, la mise à jour, au moment où ils acceptent, elle soit très proche et qu'on soit dans les moins de 24 mois de la date de publication. Donc là, nous, on a eu de la chance, ça ne nous a pas été demandé, mais en fait, on aurait pu dire, bah voilà, la date d'extraction n'est plus de 2016, mais la date d'extraction, elle est de 2018. Parce que quand même, en 2 ans, potentiellement, je pense qu'on aurait pu avoir peut-être plus d'articles. Ok, merci. Yann Bouchot te remercie. Il n'y a pas d'autres questions? Si vous avez un petit peu d'autres questions. Moi, j'ai une dernière question, je me permets. Vas-y, moi je suis libre. Il y a d'autres questions. Tu parlais donc rechercher en fait sur la recherche de littérature, du coup rechercher sur PubMed, enfin tu as cité tous les sites pour rechercher la littérature publiée et également la littérature grise. Est-ce que tu as peut-être des conseils sur comment chercher cette littérature grise qui est peut-être moins identifiable, des sites ou des références qui permettent de faciliter cette recherche? Ah, alors ça, c'est vrai que je pense que c'est une des parties les plus difficiles dans la revue systématique parce que c'est vraiment assez obscur. Et nous, ce que nous avions fait, c'est que comme nous étions sur une thématique plutôt équilibre, déjà pour les congrès, on peut avoir accès aux sociétés savantes. Donc, c'est comme ça que nous, on a fait. Donc, par exemple, la Sourpel, voilà, et on est allé voir directement sur les programmes. Après, c'est vrai que il y a, pour les mémoires, il y a les sites Sudoc qui référencent les mémoires, thèse.fr pour les thèses. C'est comme ça. Après, il y a la littérature grise. Donc, c'est comme ça, il y a des sites où on peut retrouver directement la littérature grise. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à retrouver les informations. Et après, il y a aussi, en fait, il y a aussi le contact d'experts. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par exemple, si vous avez un expert dans le domaine, c'est aussi de le contacter pour dire est-ce que vous avez des études en cours, est-ce qu'il y a des choses, vous avez été à des congrès, présenter des choses pour pouvoir les récupérer en fait. Donc, sachant que pour eux, c'est un intérêt aussi pour ces personnes-là parce que du coup, ça fait un article qui est cité via la revue systématique. Donc, ça leur fait aussi. Donc, globalement, ils sont plutôt intéressés sauf s'ils sont au stade où ils sont en train d'essayer de soumettre un papier. Et là, ils vont dire bah non, j'attends un petit peu. Mais sinon, ils sont assez ouverts à partager. Et c'est vrai que je pense que la complexité aussi, elle est un peu plus difficile quand on est sur des méta-analyses. Parce que sur les méta-analyses, là, pour le coup, comme c'est plus une synthèse qualitative des articles primaires, là, c'est une synthèse des données statistiques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir extraire des données statistiques des articles. Donc, des fois, il se peut que dans certains articles, on n'ait pas l'ensemble des données statistiques, mais sûrement des figures ou des choses comme ça. Et donc là, il faut contacter les auteurs. Ouais, ça permet, j'imagine, aussi d'échanger avec des auteurs sur une thématique et de créer des nouveaux réseaux, Oui. de compléter son réseau. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des personnes qu'on va mettre dans les remerciements ou des co-auteurs parce que du coup, c'est des personnes qui vont venir en plus s'impliquer dans le projet et apporter des informations. Donc, mais par contre, c'est vrai que ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'en fait, la revue systématique, c'est vraiment quelque chose qui est très codifié avec une trame où vraiment il faut la suivre. Et après, quand vous en avez fait une, finalement, vous voyez bien, on retrouve toujours la même moi j'aime à dire la recette du gâteau au chocolat, c'est toujours la même chose. Après, on peut changer quelques composants, mais ça reste toujours la même chose. Et clairement, si vous avez une question, moi je vous conseille vraiment d'aller lire des revues systématiques, parce que du coup, vous avez déjà des résumés d'informations en fait. Et avec ton explication, on peut la lire et la critiquer même. Et maintenant, la critiquer. Oui, parce que c'est pas parce que c'est en haut de la pile au niveau de la qualité méthodo que il faut prendre le résultat pour acquis. Tout à fait. Merci beaucoup, Karim. Il y a très peu de questions, mais je pense parce que c'était très clair, en fait, très didactique. Donc, merci. J'imagine que ça va servir à beaucoup de monde, en fait, pour lire ou si il y a des amateurs pour se lancer aussi. Et donc, merci pour ce partage. Et puis,
N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à nous solliciter, hein, que ce soit sur le réseau de recherche paramédicale du GIRC ou directement, Karim, j'imagine que tu es Sans ouvert problème. pour… Je laisse mon mail pour ceux qui veulent se lancer dans la revue systématique ou dans la critique d'une revue systématique. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve donc début juillet pour le prochain. Du coup, ça sera un mardi de chercheur début juillet. On vous en dira plus dans les semaines qui viennent. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.